parasitose et mycose cutanée. Merci beaucoup, messieurs les présidents. D'abord, je dois remercier l'Association des pédiatres du Gabon de cette très gentille invitation. Ça me ravit beaucoup et m'honore d'être avec vous. Bon, je suis un peu surpris quand même que le Gabon a son association de pédiatres. Je suis un peu jaloux. On n'a pas ce privilège en dermatologie et c'est une jeune association, mais je suis certain qu'elle aura un grand avenir. L'organisation est parfaite. Bon, mais le problème, c'est qu'ils m'ont choisi un sujet qui ne peut pas se faire en une demi-heure. Et ils m'ont dit en plus d'essayer de rester moins qu'une demi-heure. Donc on va survoler très rapidement les infections parasitaires et les mycoses et peut-être aller très rapidement et s'arrêter sur les choses pratiques qui vous intéresseraient. On vient de discuter que les parasitoses et les mycoses, c'est quand même des pathologies communes qu'on voit, qu'on partage, nous, pédiatres et dermatologues. C'est quelque chose de très commun et donc de très important à gérer. Donc, les parasitoses, c'est une très très grande liste de maladies qui peuvent atteindre la peau, mais bien sûr, on ne va pas tout faire. On va s'intéresser aux pathologies qui nous intéressent en Tunisie. La leishmaniose cutanée, bien que le Gabon n'est pas une zone endémique, mais on va quand même en parler puisque c'est un problème de santé publique en Tunisie. La gale, la pédiculose et rapidement les mycoses. Donc les leishmanioses cutanées chez les enfants, c'est à peu près la même chose que les adultes. Il n'y a pas de très grande particularité. Et donc je vous rappelle que les leishmanioses sont des maladies parasitaires qui sont dues à un protozoaire flagellé et qui est le phlébotome et elle est transmise par les piqûres d'un moucheron-piqueur qui est le phlébotome et c'est un protozoaire flagellé. La leishmaniose viscérale, vous la connaissez mieux que moi et donc c'est une maladie grave et fatale. La leishmaniose cutanée-muqueuse, c'est surtout l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. La leishmaniose cutanée diffuse, c'est aussi les leishmanioses américaines et la leishmaniose cutanée, c'est un peu ce qu'on voit en Tunisie. Et donc, globalement, on les partage en leishmaniose du Nouveau Monde et leishmaniose de l'Ancien Monde. Nous, on fait partie de l'Ancien Monde. Le parasite, c'est de la famille des Trypanosomatidae. Il y a deux genres, Leishmania chez nous, Viana en Amérique centrale et du Sud, 30 espèces infectantes pour les mammifères et l'homme, et c'est un parasite dimorphe. Dimorphe, ça veut dire qu'il y a une forme promastygote qui est en culture et dans le tube digestif du phlébotome, et la mastygote, c'est ce qu'on retrouve à l'histologie dans la lésion. Le vecteur, c'est le phlébotome, qui est un moucheron-piqueur. Il y a une trentaine d'espèces. Seule la femelle est infectante avec un repas sanguin. Ce n'est pas un grand sportif, la distance de vol c'est 50 mètres. Le vol il est silencieux, l'activité est surtout, et la transmission est surtout crépusculaire et par le biais de la salive. Le réservoir c'est surtout les rongeurs, donc les souches dermotropiques des rongeurs sont Psammomus ovibus et Merones shawi en Tunisie. Nous on n'a pas Rhombomus opumus. Le chien domestique est le réservoir des souches viscérotropes, comme vous le connaissez bien. Donc, c'est quand même une maladie mondiale. La leishmaniose, 72 pays en développement, mais il y a une distribution qui n'est pas égalitaire. 90% des cas sont au moins dans 7 pays, l'Afghanistan, l'Algérie, le Brésil, l'Iran, le Pérou, l'Arabie saoudite et la Syrie. Il y a uniquement 3 zones épargnées dans le monde, l'Australie, l'Antarctique et la Nouvelle-Zélande. Et donc, c'est quand même une maladie de l'enfant. C'est pourquoi ? Parce que les enfants, dans les zones d'endémie, sont susceptibles, et donc plus ils prennent de l'âge, plus ils font l'infection, ils sont relativement immunisés. Les adultes sont plus immunisés, donc dans les zones de foyers anciens où les adultes sont déjà immunisés, c'est surtout une maladie de l'enfant. La présentation clinique rapidement, c'est ce qu'on appelle
Il y a une période d'incubation, elle commence par une toute petite lésion papuleuse, elle augmente de taille pour former un nodule ulcéré, qui est 90% de la présentation, et dans 10% des cas, on a une plaque infiltrée. Et donc, c'est surtout, bien sûr, les zones exposées, mais parfois, on peut le trouver dans des zones cachées. Les lésions peuvent être multiples, elles peuvent être uniques, et ils peuvent se voir, on peut avoir des lésions papuleuses satellites, surtout avec leishmania majeure, excusez-moi. Et avec majeure aussi, on peut avoir ce qu'on appelle une lymphangite nodulaire, c'est-à-dire sporotrichoïde, c'est des nodules le long des lymphatiques après la lésion initiale. La cicatrisation spontanée, peut-être c'est très différent selon l'espèce, elle peut être d'une semaine à 6 ans, et dans uniquement 10% des cas, on a des récidives. Le diagnostic, il repose sur l'examen direct, c'est-à-dire un frottis, et donc sur la culture et aussi sur la PCR qui peut beaucoup aider dans cette maladie. L'histologie montre un granulome. Dans les lésions précoces, c'est un infiltrant non spécifique. Dans les lésions, où on peut trouver de la mastigote, et dans les lésions tardives, on a un granulome tuberculoïde. Rapidement, le traitement. Donc, le traitement dépend de l'histoire naturelle de la maladie, de l'endémicité, du siège des lésions, de l'espèce du parasite, du nombre des lésions et de la taille des lésions. Donc, surtout en Tunisie, avec leishmania major, qui se trouve au centre et au sud, donc on peut s'abstenir parce qu'on sait que l'évolution, dans des zones où elle n'est pas très morbide, on peut ne pas traiter. Ne pas traiter, ça veut dire traiter avec des soins locaux. Donc, ne pas traiter spécifiquement. Le traitement de référence, comme vous le savez, c'est les antimoines pentavalents qui peuvent... Il y a deux grosses présentations, le glucantime et le pentostam. Nous, en Tunisie, on utilise le glucantime. Pour les doses systémiques, c'est 20 mg kg jour en intramusculaire ou intraveineux. Et il y a beaucoup d'effets secondaires, malheureusement, essentiellement pancréatiques, hématologiques et cardiaques. Chez l'enfant, les sels antimoines, chez l'enfant de moins de 12 ans, il ne faut pas dépasser 121,5 mg, c'est-à-dire 7,5 ml. Et il faut essayer d'éviter le traitement par antimoine chez les enfants de moins de 18 mois. Et on peut utiliser le fluconazole à 3 mg kg jour chez les enfants. C'est un bon traitement, surtout chez nous, du fait que la majorité des malades chez nous, c'est leishmania major. Les traitements locaux, on peut infiltrer localement le glucantime par des lésions internationales, c'est le traitement le plus couramment utilisé. Et chez l'enfant, la cryothérapie, c'est un excellent traitement parce que ça ne nécessite pas une anesthésie. La thermothérapie, c'est une nouvelle technique. Nous, à la RAPT, on a un petit appareil. Le problème chez les enfants, il faut toujours une anesthésie locale, donc ce n'est pas très facile chez les enfants, au moins chez les tout petits enfants. Donc la stratégie de traitement, elle est d'une façon générale globale. Si la maladie est minime, peu de lésions, peu important. On peut, donc il y a des maladies minimes, des maladies moyennes, des maladies sévères, plus que 4 lésions, et des lésions de taille importante. Donc dans les lésions périarticulaires, dans les lésions périorificielles, quand les plaques sont plus de 5 cm, donc on est obligé de traiter par voie générale. Et donc dans les maladies mineures, on peut s'abstenir. Dans les maladies moyennes, on peut traiter par un traitement local, c'est-à-dire intralésionnel ou un traitement physique, cryothérapie. Et bien sûr, dans les maladies sévères, le traitement systémique s'impose. Donc, la deuxième, juste 2 mots sur la larva migrans. Vous connaissez bien cette pathologie. C'est dû à des larves de nématodes intestinaux, lésions serpigineuses et prurigineuses. Le taux de migration est de 1 à 2 cm par jour. C'est une maladie auto-involutive. On a quelques observations. On observe rarement en Tunisie quelques observations de larva migrans au niveau de la peau.
Donc la deuxième grande maladie parasitaire, c'est la gale. Et donc c'est une infection ectoparasitaire due à Sarcoptes scabiei variété hominis. La transmission se fait par contact direct. La femelle adulte atteint une taille de 0,4 mm de long et 0,3 mm de large. La survie en dehors de l'hôte, c'est entre 24 et 36 heures. Et le parcours, ce n'est pas un grand sportif aussi, 2-5 cm par minute. Elle est plus fréquente chez les enfants. Il y a une égalité des sexes. Les facteurs de risque classiques sont la pauvreté, la mauvaise nutrition, la démence, la mauvaise hygiène, mais le sarcopte est viable même si on se lave tous les jours. Donc c'est pas un synonyme de saleté, là. C'est une maladie infectieuse transmissible. Et donc c'est pas une maladie très contagieuse. Il faut un contact prolongé de 15 à 20 minutes. Il faut qu'il y ait un contact direct généralement. Il y a peu de cas de transmission par contact indirect. La période d'incubation, c'est 3 semaines après infestation initiale et quelques jours après réinfestation. Les signes cliniques principaux sont le prurite généralisé, les sillons, les papules érythémateuses avec une prédominance nocturne. Donc le prurite est dû à une hypersensibilité retardée au sarcopte. Le sillon, ce sont des lignes blanchâtres serpigineuses de quelques millimètres de long, typiquement localisées aux espaces interdigitaux, les plis, la ceinture, le mamelon, les fesses et le gland. Chez les enfants, ça se traduit beaucoup par des papules, des pustules, des vésicules et des excoriations. Et le siège chez les enfants, les espaces interdigitaux, les plis, le mamelon, la ceinture, les fesses et les particularités chez l'enfant nourrissant et nouveau-né. Le prurite peut manquer. L'atteinte palmoplantaire est quand même caractéristique des enfants. Le dos est plus fréquemment atteint. Il n'est pas très atteint chez l'adulte, mais le dos est plus fréquemment atteint chez l'enfant. La face et le cuir chevelu peut être atteint. Et les nodules scabieux, ce sont des nodules prugineux de 2 à 20 mm, rouges à bruns, ne contiennent pas de sarcopte. C'est une réaction d'hypersensibilité intense inflammatoire. Et donc ces nodules scabieux peuvent se retrouver au niveau des organes génitaux, mais aussi aux fesses et au tronc. Au niveau de la région axillaire, c'est très caractéristique. Quand c'est une gale croûteuse, c'est-à-dire où il y a un retard diagnostique, les lésions sont beaucoup plus multiples et sont croûteuses. Et donc, il y a une étude qui s'est intéressée au phénotype clinique de la gale chez l'enfant, et elle montre, en analyse univariée, que la teinte faciale fréquente est fréquente chez les nourrissons. Et en analyse multivariée, les récidives sont plus fréquentes chez les enfants et les nourrissons. Le groupe d'âge inférieur à 2 ans sont associés à une atteinte familiale avec prurite et une atteinte palmoplantaire chez les tout-petits. Donc, le diagnostic est d'abord clinique avec un prurite intense et familial, avec des stries de grattage importants. La dermoscopie peut aider et la vidéomoscopie en montrant le signe de l'aéroplane, c'est comme un petit avion, donc les sarcoptes, et donc le traitement. La prise en charge, le traitement doit être rapide, traiter tous les sujets contacts en même temps. En Tunisie, le traitement de référence, c'est le benzylbenzoate à 10%, et malheureusement, la permétrine, qui est très utile chez les enfants, à 5%, on ne l'a pas en Tunisie. Bon, l'ivermectine comme traitement systémique n'existe pas également en Tunisie. Et voilà. Bon, ça, c'est un peu... je vous ai mis 2 plaques de recommandations de la Société française de dermato. C'est des recommandations en cours, ils ne sont pas encore sortis. Mais comme j'étais lecteur dans ces recommandations, je vous dis les conclusions, au moins de ce qu'on a en Tunisie. Le traitement de la gale commune de l'enfant de 2 mois à 5 ans, c'est-à-dire presque la majorité des enfants, c'est la permétrine 5% topique, mais on ne l'a pas en Tunisie, ou le benzoate de benzyle à 10%, c'est ce qu'on a. Bon, ils ne font pas exactement comme nous. Nous, on fait 1 à 2 jours. Eux, ils font à J1, J8 à J10, c'est-à-dire 2 fois
pour qu'il y ait un meilleur traitement. Et moins de 2 mois, malheureusement, c'est surtout la permétrine à 5% topique, mais malheureusement, on ne l'a pas en Tunisie. Donc, rapidement, les pédiculoses. Donc, le pou, c'est un insecte très haut spécifique avec une taille de grain de sésame. Il a un repas sanguin de 4 à 6 heures et se déplace en s'agrippant aux cheveux et peut courir rapidement 23 cm par minute. C'est le plus rapide, le plus sportif. Les lentes sont ovalaires, mesurant 0 à 8 mm, avec une pente des lentes proche du cuir chevelu pour la chaleur. Ils sont fermement accolés aux cheveux, difficilement décollables, et ça, c'est un problème pour le traitement. Et les lentes peuvent survivre avec l'or, même 10 jours loin de l'hôte, ce qu'il faut tenir compte dans le traitement. La transmission est un contact tête-à-tête, c'est pour ça que chez les enfants, il y a une transmission plus importante, et les partages des accessoires, les pennes, les brosses, etc. Et donc le prurite, c'est toujours le signe le plus important, avec une réaction aux piqûres, excoriation pyodermite, lymphadenopathies cervicales et des lésions au niveau de la nuque. Donc des excoriations de la nuque sont un signe très important. Les lentes sont souvent au niveau de la région occipitale et rétrooculaire du cuir chevelu, et les adultes mobiles sont plus difficiles à voir. Donc le diagnostic, il est classique, il est essentiellement clinique, avec l'inspection minutieuse du cuir chevelu et surtout la découverte du pou adulte ou d'une nymphe, identifiée avec un pénis fin. La dermoscopie peut aider pour les lentes, elle montre des sacs accolés aux cheveux. La prise en charge, bien sûr, il y a surtout les recettes maison qui ne sont pas évaluées, les huiles essentielles extraites de plantes, les agents occlusifs, surtout le vinaigre chez nous, et le gel de déméthicone aussi en Tunisie, il est disponible, le gel de déméthicone, il va étouffer le pou, donc, et l'application est de 15 minutes. Les autres, on ne les a pas. Donc, la pérétrine, on l'a pas on a pour l'usage industriel. Et le lindane poudre. Nous, on a le lindane poudre qui est aussi un bon traitement. Donc, l'éducation familiale est aussi importante. Voilà. Donc, on est dans les temps. Donc, on a vu les les parasitoses, et on passe pour disons le tiers qui reste, les mycoses cutanées. Donc, c'est des maladies infectieuses de la peau, des phanères et des muqueuses, dues à des champignons microscopiques. Il y a 3 grandes catégories de mycoses superficielles, puisque c'est ce qui nous intéresse de pratique courante: les dermatophysies, le pityriasis versicolore et les candidoses. Pour les dermatophysies, on a 3 modes de contamination, soit de l'animal à l'homme, c'est ce qu'on appelle les champignons zoophiles, soit du sol à l'homme, c'est ce qu'on appelle les champignons géophiles, soit de l'homme à l'homme, c'est les champignons anthropophiles. Et donc, la première catégorie de mycose, c'est la plus classique, c'est pas forcément la plus fréquente, c'est peut-être l'une des plus fréquentes chez les enfants, c'est ce qu'on appelle la dermatophysie succinée. Ce sont des lésions qui sont relativement caractéristiques mais non spécifiques, des lésions surtout annulaires avec un fond qui est relativement guéri, une bordure active qui peut être papuleuse, vésiculeuse et squameuse. Et donc, c'est un aspect caractéristique chez les enfants. Parfois, suite à l'utilisation des corticoïdes, c'est ce qu'on appelle la tinea incognita, il y a une profusion des lésions et des lésions qui sont beaucoup plus importantes du fait d'une application intempestive de corticothérapie locale. Donc les diagnostics différentiels sont nombreux en fait. C'est pas très caractéristique, c'est toute la dermatologie annulaire, donc il y a plus qu'une dizaine de maladies. Bon, les principales sont l'eczéma numulaire, le psoriasis annulaire. Ici, c'est le psoriasis annulaire, l'eczéma numulaire,
Ici, c'est une lésion de lichen, mais toutes les lésions annulaires peuvent quand même errer le diagnostic d'une mycose. C'est pour ça que quand on a la possibilité de faire un prélèvement, ça aide beaucoup. Donc la deuxième catégorie qui n'est pas très fréquente chez les enfants, c'est les intertrigaux des grands plis. On les voit, c'est exceptionnel chez les tout petits, donc d'avoir des dermatophysies des sièges, mais c'est surtout les grands plis où on peut avoir des dermatophysies chez l'enfant, mais ce n'est pas une maladie très caractéristique. Les diagnostics différentiels sont l'érythrasma et le psoriasis des plis. Le psoriasis des plis, quand même, on peut le voir chez les enfants. C'est une maladie relativement fréquente de psoriasis chez l'enfant. Les intertrigaux des petits plis aussi sont beaucoup plus vus chez l'adulte, donc c'est des fissures qui sont dans les deux derniers espaces interorteils, donc des fissures. Parfois, il y a une surinfection de corynobactéries, c'est pour ça qu'on a un coussinet blanchâtre, ce n'est pas uniquement les champignons, c'est aussi une surinfection par des corynébactéries. Au niveau des pommes et des plantes, ce qui est caractéristique, c'est que c'est unilatéral par rapport aux deux autres grands diagnostics différentiels, c'est l'eczéma et le psoriasis. Les dermatophysies sont généralement unilatérales. Pas toujours, mais plus fréquemment unilatérales. Au niveau des plantes également, les onychomycoses sont exceptionnelles chez les enfants. Donc, sur le plan sémiologique, c'est des lésions où on a 3 grands signes. Une pachyonychie, c'est-à-dire un épaississement de l'angle. 2, une hyperkératose sous-inguéale, ça veut dire une certaine poudre sur l'angle. Et le 3e gros signe, c'est un changement de la couleur de l'angle. Et donc, ça se voit chez les enfants, mais c'est exceptionnel. C'est surtout les grands enfants. Mais la pathologie, donc, par excellence infantile, c'est les teignes que vous connaissez bien. Donc, en Tunisie, les teignes tendantes sont les plus fréquentes. Microsporum canis est actuellement l'espèce la plus fréquemment incriminée, suivie par le Trichophyton violaceum. Le profil mycologique suit un gradient nord-sud. Donc, le nord, c'est surtout des teignes à Microsporum canis, c'est-à-dire avec zoophile, avec cohabitation avec les chats et les chiens. Et en milieu rural, c'est surtout Trichophyton violaceum qui est retrouvé. Et donc, globalement, les scènes tentantes sont les teignes microsporiques et trichophytiques. Les teignes microsporiques, c'est où on a des plaques de faible nombre, uniques ou de faible nombre. Les cheveux sont coupés à 1 mm de leur émergence. On voit qu'il y a encore quelques cheveux et les plaques sont relativement de grande taille. Donc, c'est facile. Le diagnostic des teignes microsporiques est facile. On voit qu'il y a des plaques uniques ou de faible nombre et de larges plaques avec une émergence des cheveux. Il y a un nouveau outil qui est ce qu'on appelle la dermoscopie que vous avez vu tout à l'heure, qui est très utile parce que quand on l'a et quand on connaît bien, généralement on peut ne pas avoir recours à l'examen mycologique. Bon, les dermatos aiment bien les descriptions en virgule, en tire-bouchon, etc. Donc, on peut avoir des cheveux en virgule, la flèche rouge, ou en tire-bouchon, comme un ressort. On peut avoir des cheveux cassés, c'est la flèche noire. On peut avoir des points noirs, ou en zigzag, c'est la flèche verte. On peut avoir un codabar, donc c'est la flèche bleue, avec des squames diffuses et un manchon périfolliculaire, mais quand on s'intéresse, quand on connaît, elle peut aider beaucoup et on peut ne pas avoir recours parce que les signes sont relativement spécifiques. Et la deuxième catégorie, c'est les teignes trichophytiques, ça c'est le contraire, c'est des multiples plaques, on ne les voit pas bien, elles sont mal limitées, elles sont multiples et de petite taille. Et les cheveux sont coupés à ras à leur émergence. Donc, le troisième type, c'est les teignes inflammatoires. C'est les plus difficiles à diagnostiquer. Ce sont des sortes de dômes et en pommes d'arrosoir avec les pustules qui en sortent. Donc, en pommes d'arrosoir. C'est quand même là où, généralement, les enfants accostent aux urgences et ils sont traités chirurgicalement avec parfois, malheureusement, des alopécies cicatricielles.
Il y a une dernière teigne, les teignes, je ne sais pas si vous connaissez ça, mais heureusement qu'en Tunisie on ne l'a plus, les teignes faviques, donc c'est les teignes de la misère, et ils sont caractéristiques. Le dernier cas peut-être que j'ai vu, c'est une dame d'un certain âge. Le dernier cas date des années 90. Je pense qu'on n'en avait plus vu depuis de légions de teignes faviques, heureusement en Tunisie. Et là, ça laisse des alopécies cicatricielles définitives, malheureusement. Les diagnostics différentiels sont aussi multiples, on ne va pas les voir, la pelade, les lichens et les autres alopécies cicatricielles. Le diagnostic biologique est important quand on peut le faire, donc avec un prélèvement à l'examen direct et culture. Donc, il faut le faire, bien sûr, à distance d'un traitement, et on peut retrouver des filaments mycéliens dans les dermatophysies, et on peut aussi isoler et identifier l'espèce en culture si on a un laboratoire qui est plus spécialisé. Donc, globalement, le traitement, il est local et systémique. Les antifongiques systémiques dont on a qui sont actuellement disponibles en Tunisie, c'est le fluconazole, terbinafine et l'itraconazole. Un gros problème, je pense, c'est l'absence de griseofulvine. Malheureusement, et c'est quand même, ça reste le traitement standard des teignes, et comme le laboratoire Sanofi, pour des raisons commerciales, ne fabrique plus, donc en Tunisie, on n'a pas la matière première et on n'a plus de griseofulvine, et c'est un vrai problème de santé publique, malheureusement. Et je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire avec les teignes, mais on souffre beaucoup pour les teignes. Les antifongiques locaux, c'est la cyclopyroxolamine, la terbinafine et l'amorolfine. Et l'indication, globalement, vous le connaissez bien, quand c'est des lésions localisées, bien sûr, on va avoir recours à un traitement local. Et bien sûr, quand c'est des lésions étendues ou une onychomycose ou un teigne, il faut toujours associer un traitement général. Et donc, pour le traitement de la teigne, puisque en France aussi, on ne fabrique plus de griseofulvine, donc ils ont le même problème. Et donc, ils ont fait, la Société française de dermato a fait la même chose, a fait une sorte d'algorithme pour la teigne. Et globalement, quand c'est des teignes microsporiques, et on sait que microsporique, ça veut dire probablement Microsporum canis zoophile, donc la griseofulvine c'est la meilleure, et donc on est obligé de donner de la terbinafine ou de l'itraconazole à forte dose. Quand c'est trichophytique, c'est moins problématique parce que la terbinafine marche bien sur les teignes trichophytiques. Donc c'est un gros problème à mon avis en Tunisie actuellement. Bien sûr, il faut associer les mesures associées, la maîtrise de la source de contamination, le contrôle des facteurs favorisants, la reprise rapide du traitement en cas de récidive. Le pityriasis versicolore, très rapidement, c'est une levure. Et donc, c'est une levure lipophile et kératinophile dimorphe. Et le champignon, c'est Malassezia furfur. Vous connaissez bien, c'est surtout chez les adolescents et les grands enfants. Et donc, vous connaissez bien la clinique avec ces petites macules qui sont hypopigmentées chez les enfants qui sont bruns et brunâtres chez les enfants qui sont clairs de peau. Et bien sûr, les lésions sont caractéristiques. Ici, c'est ce qu'on appelle la forme érythémateuse, elle est très rare. Et chez les enfants, une des grandes caractéristiques chez les enfants, c'est la teinte du visage dans le pityriasis versicolore. La confirmation diagnostique est le Scotch test avec les spores et les filaments mycéliens. On appelle, les dermatos aiment bien les images, une image en spaghetti et en boule de viande. Ce n'est pas très appétissant, mais c'est la description. Et donc, les diagnostics différentiels sont bien sûr le vitiligo et les dartres. Le vitiligo, c'est un peu plus facile parce que les lésions sont très blanches. Et les dartres, ça pose un problème, c'est vrai, surtout si les dartres sont fréquentes chez les enfants. Et donc, les traitements préconisés actuellement, c'est surtout le fluconazole en traitement systémique
et le kétoconazole en traitement local. Bon, le traitement local est largement suffisant, seulement il faut une exposition solaire pour qu'il y ait rapidement les candidoses. Donc, c'est surtout un muguet buccal, une glossite candidosique et une perlèche. Ça, c'est les signes cutanés, sont rares chez les enfants. Donc, la vulvovaginite candidosique aussi, on peut la retrouver un peu plus fréquemment chez les enfants. La caractéristique des candidoses, c'est que ça part des plis. Et chez les enfants, vous connaissez, j'ai vu aussi Sylvie Géoui, et donc une des caractéristiques des candidoses, c'est les déficits, les mutations au niveau du quart 9 avec les candidoses chroniques et génétiques, où on peut voir les signes de candidose qui sont disséminés avec atteinte du cuir chevelu et des atteintes caractéristiques et même des atteintes NGAL. Voilà, juste une page de pub. Quand même, c'est un livre qui a été édité en France, c'est la dermatologie infectieuse, et c'est quand même la référence francophone de la dermatologie infectieuse que j'ai édité avec d'autres collègues français et qui peut être utile surtout en dermatologie infectieuse en général et en pédiatrie en particulier. Voilà, je vous remercie de votre attention. Bon, je n'ai pas sauvé quelques instants, je pense, j'ai consommé ma demi-heure. Je suis désolé. Très bien. Merci. Merci, professeur Mahmi, pour cette mise au point claire et sur les causes. Et rapide, bien sûr. Nous allons passer la parole à l'assistance pour d'éventuelles questions. Les gros problèmes qui se posent, c'est le gros problème actuellement qui se pose, c'est le traitement des teignes. Et donc, la DPM, c'est la DSB, m'a envoyé un truc disant qu'il n'y a plus de grisovine. Est-ce qu'on achète de l'Inde ou du Japon, de l'Inde ou de la Chine? À mon avis, oui. Il faut qu'il achète de l'Inde et de la Chine parce que le problème, c'est en Tunisie, les teignes les plus fréquentes, c'est Microscopium canis, et la grisovine, c'est la meilleure en microscopie canis. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mais pour nous, c'est un très, très gros problème de traitement de teignes. On est obligé de doubler la dose de terbinafine, ça ne marche pas souvent, et donc c'est quelque chose de très important. Elle n'a pas la même en pédiatrie, la terbinafine. Il n'a pas la même en pédiatrie, la terbinafine. Elle n'a pas la même en pédiatrie, mais on est obligé de l'utiliser, on n'a pas le choix. Et on est obligé de l'utiliser à forte dose. Ce qui marche bien, c'est l'hydroconazole. L'hydroconazole, il n'y a pas de forme pour les enfants. Et il y a une forme gynécologique en Tunisie. Donc, c'est vraiment un gros problème, le traitement de la teigne. C'est un problème de santé publique et que personne n'est en train de résoudre ce problème. À quelle dose on donne la terbinafine? C'est... Par voie systémique, hein? Oui, de toute façon, pour les teignes, il faut donner par voie systémique. Oui. Et donc, on donne un comprimé pour les enfants, ça ne marche pas bien. Donc, on est obligé parfois, pour des enfants, à donner 2 comprimés. Mais le meilleur traitement, c'est l'itraconazole. Il existe, je pense, sous forme gynécologique de 4 comprimés. Ça, c'est mieux. Pour Microsporum canis, l'itraconazole est meilleur. Et comment on l'utilise? Par voie orale? Oui, par voie orale. On n'a pas le choix. Par voie orale. Voilà une question. Juste pour l'itraconazole buvable, est-ce qu'on ne dit pas que son action est locale, digestive? C'est comme le lycostate qui n'agit que par voie locale. Il n'a pas beaucoup de passages systémiques. L'itraconazole? Oui. Non, il y a un effet systémique important. Je ne sais pas, est-ce que ça s'absorbe facilement ou pas, mais le passage systémique existe et est important parce que c'est quand même le traitement de référence des mycoses qui sont complexes, sous-cutanées, etc., etc. Donc c'est une molécule majeure avec une action systémique importante. Une autre question, quelle est la place du Purex dans la gale du nourrisson?
Bon, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Pluriel, c'est crotamiton, crotamiton. Bon, pour les, c'est pas un traitement majeur quand on a le benzoïle de benzyle. Et donc, mais c'est vrai, comme alternative dans les nourrissons de moins de 2 mois, je pense qu'on n'a pas beaucoup d'alternatives. Donc, on peut utiliser crotamiton chez les nourrissons de moins de 2 mois parce que globalement, moins de 2 mois, comme je vous ai montré, c'est pas bien d'utiliser le benzoïle de benzyle. Docteur Nouri, je suis chirurgien d'enfants. Je vous remercie pour cette belle conférence et je voudrais avoir votre avis. En chirurgie pédiatrique, nous observons beaucoup d'infections mycosiques, candidosiques parfois, au niveau des stomies, en cas d'incontinence anale, incontinence urinaire, des infections de siège. Donc, comment vous expliquez cette grande fréquence de ces affections et qu'est-ce que vous conseillez sur le plan préventif, prophylactique? Pour les enfants, en chirurgie, pour les enfants, en chirurgie pédiatrique. Des infections type, c'est pour les nourrissants, type dermite de siège ou C'est souvent au niveau du siège ou bien au niveau des organes génitaux. Et c'est souvent précédé par une inflammation. Et puis, peut-être qu'il y a des candidoses ou bien des mycoses qui, peut-être nos amis pédiatres ont vu plusieurs cas aussi. Et ça pose parfois des problèmes de récidive de ces infections cutanées. Bon, j'ai une réponse qui n'est pas très précise malheureusement, mais c'est vrai, bon, les dermites du siège d'une façon générale, les dermites chez les enfants, les mycoses des grands plis, c'est pas très fréquent chez les enfants, c'est surtout les adultes. Mais une bonne partie de ces inflammations peuvent ne pas être mycosiques. Peut-être c'est des malades d'alité, etc., etc. Il est beaucoup plus irritatif que mycosique. Mais bon, si pour les filles de sexe féminin, on peut avoir des candidoses. C'est des filles qui sont alitées, où il y a macération, où il y a... oui, mais il faut qu'il y ait un autre facteur récurrent. Ce n'est pas spontanément des enfants qui ne sont pas malades, entre guillemets, ce n'est pas une pathologie qui est fréquente. Mais peut-être parce que c'est des enfants qui sont malades aussi, ou immunodéprimés, ou alités, ou etc., où on a un surfacteur.